Bonjour à tous et bienvenue sur le stand KPMG à Vivatech pour un échange dédié aux acteurs du numérique au cœur de la transformation de l'économie française. Je suis Xavier Nifle, associé KPMG spécialiste du secteur de la tech et j'ai le plaisir d'accueillir Hubert Giraud, président du collège ESN et ICT de Nouméa. Hubert, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le rôle de Nouméum auprès de l'écosystème ? Oui, donc merci de me recevoir ce matin. Donc Numéum est un syndicat des entreprises du numérique. Les entreprises du numérique dans notre pays, c'est 55 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 600 000 employés et 28 000 entreprises, des plus grandes comme la mienne, Capgemini, jusqu'aux plus petites, puisque nous avons plus de la moitié de nos adhérents qui sont des TPE et des startups et PME. Alors, KPMG accompagne également les acteurs du numérique depuis toujours. Nous sommes naturellement partenaires de Nouméum et nous co-rédigeons une étude, Grand Angle ESN-ICT, qui mesure la vitalité de l'écosystème et permet également de capter les grandes tendances de marché. On vient tout juste de terminer l'enquête 2022. Plus de 150 acteurs ont répondu présent. Alors, il ressort tout d'abord que les acteurs du numérique sont le premier partenaire de l'économie française et des entreprises. En particulier, selon vous, Hubert, pour quelles raisons finalement ces acteurs, que font-ils pour les grandes sociétés françaises qui ont parfois des équipes qui sont dédiées à l'innovation et à la transformation ? Ouais, je crois qu'on est effectivement le partenaire majeur de transformation numérique de tous nos clients, mais je dirais plus globalement de toute la société. Nous sommes au cœur de toute cette transformation et nous sommes là avec nos salariés, nos entreprises pour servir tous les clients dans ce domaine-là. Et puis nous avons aussi un rôle plus global au niveau de l'ensemble de la société pour nous assurer de la pénétration du numérique dans la société, de la démocratisation, du bon usage, et puis aussi de la pédagogie, de la formation de tous nos concitoyens dans ces domaines-là. Et c'est aujourd'hui une des batailles les plus importantes à mener. Hubert, sur quel sujet, ou peut-être grand projet, les acteurs du numérique accompagnent-ils aujourd'hui les sociétés françaises ? Il y a beaucoup de sujets, le numérique est partout, le numérique c'est tout. Mais je citerai les trois grandes thématiques majeures qu'on a depuis 18 mois, 2 ans rencontrées. C'est évidemment, numéro un, c'est ce qu'on appelle Migration to Cloud. C'est donc comment accompagner toutes les entreprises dans leur transformation digitale, avec le cloud en particulier. Une immense thématique sécurité, pas besoin de répéter et de le dire. La cybersécurité est un enjeu absolument majeur pour toutes les entreprises et ça tire le marché extrêmement fortement. D'accord. De nombreux projets ont été engagés en 2021, en particulier sur ces thématiques, ce qui explique probablement l'excellente performance des ESN et ICT en 2021. D'ailleurs, l'écosystème est parmi les plus dynamiques en France. Alors, notre étude a mis en évidence que la majorité des ESN et des ICT ont retrouvé un niveau de croissance de leur activité comparable, voire supérieur à celui observé avant crise. Notre étude a également mis en évidence que 90% des acteurs sont confiants, voire très confiants, quant à leur stratégie de croissance future. Donc on voit que la dynamique est là, que les projets sont également très nombreux. Mais quels sont, selon vous, Hubert, les freins qui pourraient ralentir cette dynamique ? Avant de parler des freins, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un marché, IT est toujours dans un cycle, donc il y a des cycles bas et des cycles hauts. J'ai jamais vu un cycle aussi puissant. Toutes nos entreprises sont en surchauffe et le chiffre d'affaires évolue à une vitesse rarement atteinte dans les 20 ou 30 dernières années. Ça fait, y compris pendant la pandémie et les confinements, tout le monde était au boulot avec un télétravail total, mais le chiffre d'affaires a monté très fort et continue. Tous les derniers semestres ont été toujours plus puissants, toujours en croissance.
Et les derniers chiffres que nous dévoilerons bientôt montrent que ça continue. Et donc, nous sommes très, très optimistes pour la suite, évidemment. L'année 2022 est très bien lancée et je pense se terminera très bien. Mais ce qu'on voit déjà sur 23 et la suite est extrêmement positif. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent casser la dynamique ou ralentir effectivement, on est des entreprises dans des systèmes économiques et on regarde ce qui se passe autour de nous. Effectivement, il y a des risques, les risques géopolitiques, les risques macroéconomiques. On fera comme tout le monde. Mais je dirais qu'il y a aussi des risques ou des freins qui sont propres à notre métier. Et le premier, c'est le manque de bras. Aujourd'hui, tous mes collègues disent on pourrait être en croissance encore plus forte. La limite, c'est qu'on n'a pas assez de personnes. On n'a pas assez de gens. Les systèmes de formation, si je puis dire, produisent pas assez de jeunes ingénieurs. Donc la limite numéro un et de très loin, c'est la ressource humaine. Donc il y a beaucoup de rotation des salariés, il y a eu beaucoup de départs, on recrute énormément. Et c'est vrai que le système universitaire et scolaire n'est pas suffisant pour le nombre de personnes dont on a besoin en France, je parle. Mais c'est un sujet mondial, c'est la même chose en Inde, c'est la même chose aux États-Unis, c'est partout. Donc si vous avez des jeunes gens autour de vous, poussez-les vers le numérique. C'est garanti d'emploi au moins pour les 50 prochaines années. Voilà le problème numéro un, je dirais, qu'on doit résoudre. Alors justement, l'enquête montre que les ESN et les ICT font preuve d'initiative, voire même d'innovation pour attirer et fidéliser leurs talents. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples en quoi finalement les ESN arrivent à répondre au mieux aux nouvelles attentes de la nouvelle génération? On fait énormément de choses, comme je le disais, comme le sujet des talents est le sujet numéro un de toutes nos entreprises. C'est un problème stratégique pour les directeurs généraux et leurs équipes de direction. Ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet de stratégie de l'entreprise. Et donc c'est au cœur de toutes les politiques qui sont déployées. Alors évidemment, il y a les questions salariales, pas la peine d'élaborer là-dessus, c'est évident. Mais il y a aussi énormément de choses. Je dirais que l'avantage de travailler dans nos entreprises, c'est peut-être d'abord d'avoir des projets passionnants. Je citais tout à l'heure tous les champs sur lesquels on travaille, des startups aux immenses entreprises. Il y a des challenges, il y a des projets clients passionnants, ça bouge à toute vitesse. La deuxième, c'est qu'on apprend énormément et que nous dépensons beaucoup en formation sur les technos les plus au goût du jour, puisque c'est là où le marché tire. Et donc, on essaie d'avoir nos équipes et nos salariés qui soient formés à toutes ces nouvelles évolutions. Donc, on ne peut pas rester avec ce qu'on a appris, même il y a 3 ans, en formation initiale. Il faut sans cesse apprendre. Donc, on développe beaucoup autour de ça. Je dirais aussi évidemment, et c'est un peu ce qu'on fait, la pratique du télétravail, le travail hybride, comment on travaille dans un nouveau contexte où à la fois on est loin dans des tiers-lieux chez soi, parfois dans l'entreprise, comment on travaille avec des équipes réparties, comment on travaille à distance. Enfin, tout ça, toutes ces problématiques sont à la fois complètement digitales et complètement au cœur de la rétention et de l'attractivité de nos entreprises. Donc, je garde sans doute quelques bons exemples lorsque nous nous reverrons en septembre, parce que c'est beaucoup d'initiatives et beaucoup de choses positives. D'ailleurs, nouveau monde, nouveaux enjeux. L'ESG, c'est-à-dire les actions sociales, sociétales et environnementales, sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de la nouvelle génération et plus largement de la société. Comment les ESN et les ICT s'inscrivent dans cette démarche ? Alors, c'est un sujet qui n'est pas de la semaine dernière ou d'il y a quelques mois. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus.
Je dirais qu'effectivement, nos entreprises, peut-être parce qu'on a des collaborateurs qui sont en moyenne jeunes, voire très jeunes, et ils sont extrêmement sensibles à ces questions. Mais aussi nos clients. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité, ont au cœur de leurs problématiques, à nouveau, à très très haut niveau dans l'entreprise, la responsabilité, la sustainability et tout l'ensemble des questions sociales et environnementales. Sociales parce que c'est comment faire que le numérique soit, je dirais, un allié du faire en société, comment le numérique contribue au fait que les citoyens aillent bien ou mieux. Donc il y a une responsabilité sociale par nature de ce qu'on fait. Je dirais aussi que c'est une préoccupation de beaucoup de collaborateurs qui s'engagent beaucoup dans des associations et dans tout un mouvement autour de ça que beaucoup d'entreprises soutiennent. Je dirais aussi que les pratiques, même dans la programmation, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on programme, quand on fait du code, on pense tout de suite la sécurité au cœur, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. La sécurité, c'était on filait ça à quelques gars qui faisaient 3 checks à la fin. Là, c'est vraiment, quand tu crées ton programme, tu penses tout de suite aux aspects de sécurité. Je pense que les questions environnementales, de responsabilité sur ces sujets-là vont aussi devenir un atout majeur. Mais comme je dis souvent, l'impact des ESN n'est pas très fort sur l'environnement parce que on n'a pas d'usine, on n'a que des bureaux et des ordis. Bon, ok, il y a une partie là-dessus, mais l'impact est surtout chez nos clients industriels. Et donc, la responsabilité du numérique, c'est comment on aide nos clients à aller plus vite dans leur transformation environnementale et dans leur capacité à relever ces défis-là. Et je crois aussi, pour revenir à l'intérêt de bosser dans ce secteur, c'est qu'on peut avoir beaucoup de missions qui ont énormément de sens sur ce plan-là, et qui est de dire comment je vais aider tel grand chimiste ou tel grand industriel à avoir un process de production plus économe en matières premières, en eau, en quoi que ce soit. Donc on voit là que ces thématiques-là sont vraiment une des questions stratégiques dans nos métiers. Alors, l'étude Grand Angle ESN et ICT fête son 5e anniversaire en 2022. Quel grand événement a préparé KPMG et Nouméum pour marquer le coup? Je crois que tout le monde devra y être, hein, sinon vous loupez une des dates majeures de l'année. C'est le rendez-vous le 11 septembre. Le 15 septembre. 15 septembre, tout à fait. 15 septembre. C'était autre chose le 11. 15 septembre, donc on se retrouve tous pour fêter les trophées. Donc c'est un événement majeur de la profession en ce qu'on reconnaît des initiatives formidables qui ont été faites tout au long de l'année. Et puis on dévoile un peu toutes les problématiques du secteur. Merci KPMG. Et donc je crois que c'est un grand moment qu'on célèbre tous ensemble. Donc rendez-vous pris le 15 septembre au pavillon Dauphine. Et je vous propose à présent de passer à la session de questions-réponses. Oui, bonjour, Maxime Charrier. Vous parliez du cloud et de la cybersécurité comme étant les deux domaines un peu qui ont porté la croissance sur les 2 dernières années. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les domaines technologiques sur lesquels les étudiants finalement devraient se former le plus dans les 5-10 années à venir, les domaines qui vont émerger pour répondre aux besoins de ces jeunes? Est-ce que on parle du métaverse, que c'est des choses sur lesquelles ils doivent s'intéresser? Alors là, c'est question piège. C'est quoi les technos dans 5 ans? Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont plein de bonnes idées. Je crois qu'on se gourre assez régulièrement. En matière de techno, il y a des ruptures régulières. Et par construction, on ne sait pas quelles elles sont. Dans ma vie chez Cap depuis 25 ans, j'ai vu beaucoup de choses.
Et il y en aura d'autres qui vont arriver. Alors dire à un étudiant sur quoi tu dois aller, c'est un peu prétentieux, je ne le ferai pas. En revanche, c'est évident que ce que je disais tout à l'heure sur, je dirais, la sécurité est un domaine qui n'est pas fini et loin de là. On parle de la sécurité mise en cause par le quantique. Clairement, s'il se passe des choses de disruption brutale à ce niveau-là, on le sait tous, c'est tous nos algorithmes qu'il faut revoir parce qu'ils ne résistent pas à un hacking quantique. Donc, ceux qui sont intéressés par ces technos assez puissantes, je pense qu'il y aura du boulot pour les années à venir, c'est évident. Je pense aussi dans la connectivité, tout ce qui est autour de la connexion, c'est des métiers qui sont à la convergence entre la pure informatique et la technologie, l'ingénierie en technologie, où on voit bien de plus en plus de convergence de métiers et d'expérience et de technologie. Aujourd'hui, une voiture, c'est 60% de numérique digital. Depuis le silicone jusqu'à la connectivité de la voiture, tout le champ de l'automobile est complètement mis à l'envers par le numérique. Donc, se positionner sur des sujets comme ça, où on est un jeune ingé avec une compétence techno, plus la couche informatique qui va bien, je pense, offre des avenues extraordinaires en termes de métiers, de projets, de challenges dans les années à venir. Mais la liste est longue. Je sais que dans nos métiers, le numérique perturbe ou change ou transforme complètement tous les process des entreprises. Donc je dirais, même un juriste, aujourd'hui, il pourrait s'intéresser à la question de la protection des données, le transfert des données, le stockage des données, et puis la transformation même de l'acte, que ce soit un acte juridique, financier ou autre. Donc on voit bien que la technologie n'a pas changé uniquement le domaine du CIO ou du CTO, mais vraiment est un sujet majeur de tous les patrons fonctionnels. Et donc tous les jeunes gens qui sortent d'écoles de droit, de commerce, ou je sais pas, doivent avoir au cœur de leur réflexion ou dans un des axes de travail et de compétences le digital. Ça me paraît un sujet majeur. Donc c'est pas seulement un petit sujet pour geeks dans leur coin. C'est quoi la techno dans 3 ans? Je pense que c'est un sujet global du système de formation. Voilà. Merci. Y a-t-il une autre question? Eh bien, écoutez... Oui. Bonjour, Sabine Boissé. Vous disiez tout à l'heure que votre activité, que le secteur numérique n'était pas trop polluant, si j'ai bien entendu. Certains disent qu'au contraire, il participe à la pollution. Donc j'imagine qu'effectivement, au sein de cet énorme secteur, certains polluent plus que d'autres, et donc il y a une moyenne. Mais voilà, je voulais vous reposer cette question sur la pollution numérique. Je disais, effectivement, aujourd'hui, a priori, on est autour de 4,5% des émissions de CO2 dues au numérique dans son ensemble. Mais ça commence par le petit engin que vous avez dans les mains. Effectivement, un smartphone, ça a une empreinte carbone évidente. Et effectivement, si vous changez votre Apple tous les 9 mois, c'est pas terrible, quoi. Très bien pour Apple, mais c'est pas terrible pour la planète. Donc effectivement, nous utilisons des matériels qui sont quelque part avec une empreinte carbone évidente. Mais je dirais que ça reste responsable. Et puis je vois beaucoup d'efforts, par exemple ceux qui ont des data centers, des centres de calcul puissants. Moi je me rappelle, il y a déjà 15 ans en Angleterre, on était très fiers d'avoir ouvert le premier centre de calcul avec 0 émission, avec des rafraîchissements air ou eau, avec recyclage, etc. Donc sans cesse il y a de l'investissement autour de ça. Qui permet de limiter, je dirais, les désordres. Après, on a beaucoup de gens, des bureaux, etc. Mais voilà, donc peu à peu, on passe de bureaux pas très bien conçus vers des bureaux
avec toutes les précautions environnementales, etc. Donc, c'est un vrai effort au cœur de ce qu'on fait. Et puis, je dirais aussi qu'il y a des solutions digitales qui permettent à d'autres secteurs, et c'est aussi, on oublie un peu toujours ça, mais le numérique est aussi une façon de réduire l'empreinte carbone de beaucoup d'autres secteurs. Donc, il faudrait faire le... Oui, certes, on a une empreinte négative, mais il faudrait aussi mettre en face toutes les empreintes positives qu'on fait par réduction, grâce au numérique, de beaucoup de désordre. Et je dirais que plus largement, finalement, les acteurs du numérique peuvent également accompagner leurs clients à réduire leur empreinte carbone. Je pense aux ESN ICT, mais également aux éditeurs de logiciels qui proposent des solutions qui permettent de réduire la quantité de matière, par exemple, produite pour sortir des prototypes. Si on a des prototypes qui sont aujourd'hui modélisés en 3D, ce qu'on appelle le jumeau numérique, aujourd'hui il y a des objets, voire même le jumeau numérique de l'homme. Donc les acteurs du numérique ont une contribution au global qui me semble être positive dans l'écosystème sur cette thématique. Une dernière question ? On ne sait pas forcément de quelle technologie on va disposer. Pardon. On ne sait pas forcément de quelle technologie on va disposer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment on fait pour former, avec quelles nouvelles compétences on forme les nouveaux acteurs, les élèves dans les écoles? Comment ils pourront s'adapter à des choses qu'ils n'auront pas apprises à l'école? Oui, c'est une bonne question, mais il n'y a pas de stand d'éducation nationale, je ne sais pas, mais ils ont peut-être des bonnes réponses. Moi, je dirais que, contrairement à moi, je vois des jeunes gens qui baignent dans le numérique, voilà, parce qu'ils sont nés là-dedans et c'est leur vie. Mais mettons de côté la plaisanterie, mais je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a fait vraiment un investissement de formation initiale dans un domaine technologique, il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête. Si la formation était bonne, eh ben, il réapprendra autre chose. Et donc ça, c'est le rôle de l'entreprise, de la formation ultérieure, de le mettre sur les trainings qui vont lui permettre d'appréhender de nouvelles choses. La deuxième, c'est que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que croire qu'on a fait des études, un diplôme et puis c'est bon, ça c'est fini. Donc il faut avoir ça. La troisième, c'est, je pense, un sujet qui est très important, c'est l'agilité d'esprit. C'est-à-dire la capacité à pas uniquement travailler dans une dimension, mais être capable d'ajouter des choses, de faire varier des choses et d'être à l'écoute, etc. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais c'est cet ensemble-là. En tout cas, ce qui est clair pour nos entreprises, c'est que la formation devient un enjeu central et la formation continue. Donc la transformation des compétences, ce qu'on appelle le reskilling ou l'upskilling, etc., c'est des thématiques qui sont très, très approfondies par nos boîtes. Merci beaucoup, Hubert Giraud. Un grand merci à tous. Vous retrouverez cet échange très prochainement sur le site kpmg.fr. Et surtout le 15 septembre. Et surtout, rendez-vous le 15 septembre au pavillon Dauphine pour le rendez-vous des ESN et des ICTN, un événement Nouméum et KPMG. Merci.